Des initiatives, des évolutions dans le domaine de la santé pour commencer cette semaine. En Tunisie, regard sur le développement du tourisme médical. En Israël, c'est le cannabis thérapeutique qui est en plein essor. La protection de la nature et le développement durable également dans cette édition à travers le combat de Pierre Rabhi. Enfin en Égypte, pour la séquence mémoire, nous découvrirons l'activité d'une société qui forme au métier du textile. Relancer la destination Tunisie, c'est l'objectif des dirigeants du pays. Le tourisme est en berne depuis la Révolution. Du coup, de nouveaux marchés sont explorés. Ainsi, le tourisme médical est en plein essor, porté par la thalasso et la balnéothérapie. Il s'oriente vers d'autres domaines grâce à une expérience pilote. La scène dénote un peu dans le restaurant de cet hôtel 5 étoiles. Depuis le 1er octobre, M. Salah, atteint de la maladie d'Alzheimer, a élu domicile ici, à l'âge de 90 ans. Le combien? Le 27 janvier 1926. Très bien. Hey. M. Salah est le tout premier résident de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Cartagea, installé dans cet hôtel d'Hammamet. Quelques jours après être arrivé de Lorraine, il fait le point avec la psychologue qui, avec les aides-soignantes, est présente en permanence à la résidence. Ça permet de parler, ça permet de garder un œil sur lui, d'être à côté de lui, d'être accompagné, qu'il ne se sente pas seul, d'être entouré en fait. Psychologue et aide-soignante. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur Salah. Ça va? Oui, le docteur. Et un médecin généraliste qui visite chaque jour le patient. Alors, comment vous allez aujourd'hui? On va faire le contrôle, la visite comme d'habitude. On va prendre la tension et tous les paramètres et après on verra. Depuis son arrivée, l'état de santé de M. Salah s'est amélioré. On sait déjà que la maladie, il y a 50% de la psychologie qui intervient dans la guérison. Donc déjà, lorsque le patient il se sent bien, il se sent dans un environnement qui est adéquat pour lui, avec une bonne alimentation, il est entouré d'un personnel déjà qualifié, donc ça lui ajoute beaucoup de choses. Monsieur Salah est d'origine algérienne. Ses enfants l'ont placé ici, puisqu'incapable désormais d'habiter seul, il souhaitait vivre dans un pays du Maghreb. Grâce à une caméra, ils peuvent garder un œil sur lui et communiquer quotidiennement. Le pays est bien, les gens ils sont gentils. Oui, bien, alhamdoulilah. On a fait une bonne balade hier après-midi. Ah oui. Ça vous a plu la marina, les bateaux? Un soignant par résidence est la norme que s'impose Cartagea. Le coût du travail en Tunisie le permet. La prestation est facturée au tarif unique de 2600 € par mois. On n'a volontairement pas voulu rentrer dans un système de low cost. On a voulu se positionner sur un tarif normal, mais par contre, la différence se fait au niveau des prestations. Donc, un meilleur hébergement et plus de personnel soignant. L'hôtelier, lui, est prêt à mettre une partie importante de ses 184 chambres à la disposition des futurs résidents et de leurs familles. À partir du moment où les prévisions sont plus claires, où on a des clients qui sont là pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, donc ça nous permet de mieux gérer, de savoir à peu près quelles sont les rentrées d'argent que nous allons avoir, de pouvoir maintenir les emplois aussi, ce qui est important pour notre région, ici à Hammamet. Et donc ça va nous permettre de souffler un peu. Car la situation n'est pas réjouissante pour les acteurs du tourisme. Malgré un léger mieux cette année grâce aux visiteurs russes et algériens, le secteur est à la peine. Après les attentats de 2015, la fréquentation des Français a chuté de moitié et à Yasmine Hammamet, seuls 2/3 des hôtels fonctionnent normalement. Alors, le projet pilote de maison de retraite qui a mis 2 ans à aboutir est observé de près par le ministère du Tourisme. Je pense qu'il y a un déficit, bon les chiffres sont là, un déficit au niveau de la prise en charge dans certains pays européens pour cette catégorie de personnes. Et nous pouvons développer donc cette activité en Tunisie. Il y a une possibilité pour reconvertir certains hôtels
surtout dans les régions, dans les zones balnéaires, qui sont en 2e et en 3e position par rapport à la mer, qui peuvent se convertir à cette activité. Le docteur Coty, chirurgien plasticien, reçoit souvent des patients étrangers, et pas seulement des Européennes qui voudraient retoucher leur poitrine ou leur nez. Ce jour-là, la patiente vient de Guinée équatoriale et souffre d'une maladie de peau. Le problème de cette maladie kéloïdienne, c'est la récidive. Et la récidive un peu accrue, comme ce qui s'est passé avec vous. Elle a choisi avec son frère la Tunisie pour des raisons pratiques, l'absence de visa, mais aussi économiques. On avait fait les questions, des gestions, des gestions pour des autres pays, ça veut dire en Europe, en Amérique du Sud, en Espagne, ils ont nous dit seulement l'opération là, 50 000 euros. En Tunisie, le coût de l'opération est d'environ 2 500 €. À 32 ans, Maria Dolores Ecoma aperçoit enfin le bout du tunnel. Ça fait 25 ans que j'attends ça. J'espère que l'opération va bien se passer. C'est le grand jour dans cette clinique de Tunis. Le bloc opératoire est conforme aux exigences internationales et comme la plupart de ses confrères, le docteur Coty a été formé en Tunisie et à l'étranger. Au vu des moyens financiers limités de la patiente, il ne facturera pas d'honoraires pour l'opération. C'est très handicapant pour elle et ça devient de plus en plus compliqué de l'opérer vu que ces lésions vont partir un tout petit peu, comme je vous ai dit, sur la superficie. Et donc du coup, oui, c'est plus de la chirurgie humanitaire. Que ce soit pour des soins dentaires, médicaux ou esthétiques, certaines cliniques de Tunis accueillent jusqu'à 45% de patients étrangers, européens ou africains. Sur la carte du tourisme médical, la Tunisie tient une place de plus en plus importante et les praticiens souhaitent maintenir un niveau de qualité élevé. Le tourisme médical s'est imposé petit à petit un peu partout. Et donc forcément, si on va proposer un service, il doit être moins cher que sur place. Mais il doit être aussi bon que sur place. Parce qu'il ne faudrait pas tomber aussi dans le marché du tourisme médical, dans du low cost. Justement, c'est pour ça qu'on s'est dit il y a quelques années, nous autres chirurgiens plasticiens, qu'il faudrait qu'on régule ce secteur. Réguler, encadrer, c'est aussi le souhait de la Fédération tunisienne des agences de voyage qui a créé une commission du tourisme médical il y a tout juste quelques semaines. C'est une niche à forte valeur ajoutée si on sait la mettre en avant. Si on essaie de promouvoir la Tunisie en tant que destination de tourisme médical, mettre en avant nos compétences, les cliniques qui sont à la pointe de la technologie, mettre tout ça en avant, mais il faut que tous les éléments de la chaîne de valeur travaillent en synergie pour pouvoir promouvoir et mettre en avant l'image de la Tunisie. Le tourisme médical comme reconversion. Dans le domaine du thermalisme, par exemple, entre 2014 et 2015, le nombre de curistes a baissé seulement de 7,5%, tandis que dans le même temps, le secteur hôtelier a enregistré une chute de 44%. Israël est à la pointe du cannabis thérapeutique. Autorisé sur prescription médicale, il est consommé par 25 000 malades dans le pays. Les professionnels du secteur veulent partir à l'assaut du marché mondial. Il faut dire que les perspectives sont plutôt intéressantes. Quelque part dans le nord d'Israël, une exploitation agricole un peu particulière. Elle est placée sous la surveillance de vigiles armés 24 heures sur 24. Un dispositif que nous n'avons pas été autorisés à filmer. Voici l'endroit le plus sécurisé du pays. À l'intérieur de ces serres, des dizaines de millions d'euros de végétaux, des plants de cannabis de la meilleure qualité. Ça, c'est seulement une serre. Nous avons 7 serres comme celle-là, de la même taille et même plus grande. C'est la plus grande exploitation du monde. Issu de l'industrie pharmaceutique, Tamir Guedo dirige l'un des 2 géants du secteur du cannabis thérapeutique en Israël. L'intégralité de la production va servir à fabriquer des médicaments et des produits dermatologiques.
Nous avons 230 sortes d'espèces différentes. Chacune comprend un ratio bien particulier entre les substances actives. Certaines sont riches en CBD, c'est une substance active utilisée par exemple pour les anti-inflammatoires et les immunorégulateurs. Et les autres sont riches en THC, utilisés pour les antidouleurs par exemple. En Israël, seules 8 exploitations agricoles ont reçu l'autorisation de cultiver du cannabis. Mais elles ne cessent de s'agrandir. Depuis une dizaine d'années, le secteur connaît une croissance spectaculaire. Le marché se développe très vite dans plusieurs pays. Israël est un pionnier à l'échelle internationale. La purification et l'isolation du THC et du CBD ont été faites ici, en Israël. Il y a beaucoup de bons travaux scientifiques, d'essais cliniques, et la réglementation est très libérale. Une fois récolté, le cannabis est conditionné en doses individuelles et commercialisé dans des magasins spécialisés comme celui-ci, situé au centre de Tel Aviv. À chaque pathologie correspond une variété particulière ou un mélange de plusieurs espèces. Ça contient du THC en grande quantité. Beaucoup de malades atteints de choc post-traumatique en prennent. Cela aide à dormir et empêche les cauchemars. S'ils veulent, ils peuvent recevoir des cigarettes déjà roulées. Vous voyez, elles sont remplies de cannabis. Et pour les personnes âgées ou pour les gens qui ne veulent pas fumer ou inhaler du cannabis, nous proposons 3 types de comprimés différents. Pour obtenir du cannabis, il faut consulter un médecin habilité à prescrire cette substance. La commercialisation est strictement contrôlée afin de réduire les risques de trafic de stupéfiants. Voilà une licence, elle est fournie aux patients par le gouvernement, elle est valide de 6 mois à 1 an. Les gens doivent aller chez un spécialiste, ce spécialiste envoie une recommandation au gouvernement et alors le gouvernement décide s'il accorde une licence ou non. Dans le cas où il accorde une licence, le patient reçoit ce type de document et il doit venir avec une carte d'identité ou un passeport. Sinon, nous ne pouvons même pas le laisser rentrer dans notre magasin. En Israël, 25 000 personnes consomment régulièrement du cannabis pour se soigner. Cette mère de famille en donne à son fils de 7 ans qui souffrait de graves crises d'épilepsie. Au début, j'étais très réticente. Je me disais que je ne pouvais pas donner de la drogue à mon fils. Je ne connaissais pas les effets secondaires. Je me demandais comment il allait réagir. Ça fait très peur parce que le cannabis, pour moi, c'était une drogue. Finalement, j'ai commencé à lui en donner et au bout de 2 mois environ, nous avons commencé à voir une amélioration. Cela fait presque 1 an et demi et maintenant, il ne fait plus du tout de crise. Il a commencé à parler. Il ne parlait pas du tout avant cela. Maintenant, il communique. C'est un autre enfant. Il n'a rien à voir avec ce qu'il était avant. Nous sommes au salon du cannabis thérapeutique à Tel Aviv. Tous les acteurs de la filière sont présents, depuis les vendeurs de graines jusqu'aux distributeurs de vaporisateurs d'huile de cannabis, en passant par les fabricants de distillateurs. Le salon abrite aussi un congrès scientifique réunissant les meilleurs spécialistes mondiaux. Israël, c'est le pays où le THC, donc le tétrahydrocannabinoïde, a été découvert en 1964 par le professeur Raphaël Mechoulam. C'est vraiment l'expérience scientifique qu'ils ont pu développer et qu'ils ont pu mettre à jour sur le fait que c'est pas un mythe, ça vient pas de là-haut, c'est vraiment une plante qui a des effets thérapeutiques, c'est prouvé. Mais l'avance scientifique d'Israël n'a pas encore livré tout son potentiel, car pour l'instant, le gouvernement interdit l'exportation de cannabis vers l'étranger. C'est un problème politique. Nous ne savons pas si le ministre de la Santé autorisera les exportations vers d'autres marchés. Tout le monde espère que ce sera approuvé, car nous voulons exporter des produits finis, des produits de haute qualité. Et quand cela se produira, ce sera bien sûr une bonne source de profit pour Israël. En Israël, certains veulent aller plus loin que le cannabis thérapeutique délivré sur ordonnance. À la Knesset, le Parlement à Jérusalem, Oren Leibovitch vient faire du lobbying pour obtenir la légalisation pure et simple du cannabis.
Avec plusieurs autres personnes à travers le monde, nous sommes convaincus qu'il est vraiment inapproprié de criminaliser les consommateurs de cannabis. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il fallait changer cela. Oren a rendez-vous avec une jeune députée israélienne. Bienvenue en Israël. Elle a fondé le premier lobby pro-cannabis à la Knesset. Avec le temps, nous avons constaté que la prison et la criminalisation ne règlent rien au problème. Cela n'aide pas les gens à sortir de l'emprise de la drogue ou de l'alcool. Nous avons compris en revanche que la façon de traiter les drogués et les alcooliques, cela passe par l'éducation, la prévention. Les partisans de la légalisation restent minoritaires en Israël. En revanche, le gouvernement envisage de délivrer des licences d'exportation aux producteurs de cannabis. Le marché s'annonce gigantesque, car de plus en plus de pays à travers le monde autorisent le cannabis thérapeutique. L'agroécologie, c'est un mélange de techniques agricoles ancestrales et de recherche de pointe respectueuses de la nature et de l'homme. Elle pourrait être une réponse aux problèmes de sécheresse et de famine dans le monde. Elle est portée et défendue par un homme, Pierre Rabhi, installé en Ardèche. C'est ici, à Montchamp, dans le sud de l'Ardèche, que tout a commencé. Au début des années 60, Pierre Rabhi et sa femme s'installent sur un terrain où personne ne veut vivre. C'était un terrain complètement dénudé, très aride, avec une terre assez stérile. Donc il a fallu beaucoup travailler. L'agriculture écologique n'est pas seulement une technique de production, elle est une morale, elle est une éthique. Et c'est ça qui lui donne sa valeur. On peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Je peux aller manifester contre les multinationales et rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui vivent autour de moi. Donc ça veut dire que le problème n'est pas dans le décorum ou les mécanismes extérieurs, mais il est en nous. Et c'est pour ça que nous sommes invités au changement de nous-mêmes pour qu'il y ait changement de société. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Une philosophie de vie transmise très concrètement à quelques kilomètres de là par Terre et Humanisme, une des nombreuses associations créées par Pierre Rabhi. Alors on remet un petit peu de fumier, on équilibre. Cet après-midi, sous une chaleur écrasante, Valo explique à des stagiaires les bases de l'agroécologie à travers l'exemple du compost, indispensable pour régénérer le sol. Des techniques agricoles simples, efficaces et respectueuses de la nature. Je ne fais que parler de plantes, de légumes, de micro-organismes et tout, et de la place de l'humain dedans, quoi. On fait de la théorie des rotations, la théorie du compost et tout ça. Et après, on démystifie la théorie et on le fait bien comprendre qu'il faut observer, réfléchir pour comprendre un tout petit peu avant d'agir. Donc ils deviennent partie intégrante de leur jardin. Ils vivent en collaboration avec le jardin. On apprend tous les jours, tout le temps. C'est très riche, très condensé. Mon calepin est presque rempli en 2 jours. Parmi les stagiaires, Seif vit en banlieue parisienne. Exaspéré par la grisaille et le manque de nature, il a décidé de monter sa propre exploitation agricole. Ici, c'est pour me former. Donc le changement, mon changement intérieur, et enfin mon changement de cap, il a commencé plus en amont, il y a plusieurs années. Je vais commencer à mettre la main dans la terre, chose que je n'ai jamais fait auparavant. Donc déjà, rien que ça, c'est un changement en tant que tel. Puisque la nature, je vais arrêter de contempler, je vais la toucher. Parce que vu que c'est des tomates, ça va demander quand même beaucoup de nourriture. Et on peut mettre les choux raves du coup avec ou pas? Du coup, on mettra les choux raves, oui, entre les tomates. Le Mas de Beaulieu est un lieu de formation, mais surtout d'expérimentation agricole, avec ses potagers très productifs, ses composts ou ses abris écologiques. En appliquant des principes scientifiques simples, les jardiniers de l'association ont su, en quelques années, tirer le meilleur de cette terre aride. Tu peux me filer un œillet?
Il y a plein de gens qui viennent avec des projets pour s'installer, pour demander conseil sur de l'irrigation, sur des cultures, sur des techniques. Du coup, oui, il y a cet aspect laboratoire au niveau technique agricole. Mais sinon, c'est vraiment de l'expérience humaine. Une expérience humaine qui dépasse largement les limites de l'Ardèche, comme ici au Burkina Faso. On vient juste d'avoir un forage avec une pompe solaire. Ah oui. Depuis cette année, ça leur a permis. En mêlant pratiques agricoles traditionnelles et techniques nouvelles, Terre et Humanisme poursuit le projet que Pierre Rabhi a initié dans les années 80. Sur place, des animateurs en agroécologie sont formés et les associations locales accompagnées pour atteindre une véritable autonomie. Un énorme problème, l'Afrique c'est le continent le plus riche de la planète, oui. Et c'est pourtant le plus pauvre. Alors allez comprendre quelque chose. Un continent qui est riche et pauvre. Alors que l'Afrique devrait absolument être autosuffisante. Absolument. Selon un rapport de l'ONU, l'agroécologie pourrait permettre de lutter contre la faim dans le monde en doublant la production alimentaire de certaines régions en une dizaine d'années. Une solution concrète, loin des conférences internationales sur les changements climatiques. J'ai peur que ça puisse illusionner en disant, ben ouais, non, le problème du climat, on s'en occupe, mais on s'en occupe comment? En faisant des congrès. C'est pas en faisant un congrès simplement qu'on s'occupe de la nature. Ou alors il faut qu'ensuite à un congrès, qu'il y ait des recommandations et même des décisions autoritaires, je dirais même autoritaires, sans tomber évidemment dans l'excès, pour définir ce que doit être aujourd'hui le comportement humain si nous voulons aboutir à une nature préservée et donc à notre propre survie, parce que nous avons tout organisé pour notre propre éradication. Loin d'être la solution miracle face aux défis du XXIe siècle, l'agroécologie propose une vision humaniste du monde, couplée à des techniques agricoles concrètes, respectueuses et efficaces. Partout dans le monde, chacun, à sa mesure et à son rythme, est invité à l'expérimenter. Qui peut me dire quelle est la largeur idéale de La séquence mémoire nous conduit en Égypte. En 2012, nous avions rencontré la vice-présidente du groupe BTM, qui forme notamment au métier du textile, une école spécialement dédiée aux enfants issus des quartiers défavorisés. Ce qui est mis en avant à l'entrée même des ateliers, c'est le centre de formation. Ces vieux bus parcourent quotidiennement les 60 km qui séparent les ateliers de la capitale égyptienne, pour que des centaines de jeunes issus des quartiers défavorisés du Caire puissent ici apprendre un métier. L'école Amal Bishara a été la première du genre, dans cette ville industrielle, Tenfov Ramadan, mais aussi en Égypte. C'est une école qui donne aux jeunes une formation professionnelle. En sortant, ils n'ont pas besoin de stages pratiques. L'expérience, ils l'ont acquise durant leurs études. Nous avons vraiment le sentiment d'aider les jeunes qui viennent ici. Tout cet enseignement est bien sûr totalement gratuit. Mais en plus, dès le début, nous leur donnons un petit salaire pour les encourager. Et même s'ils sont en formation, lorsqu'ils travaillent à l'usine, ils sont payés à la tâche, comme les autres employés. La formation dure 3 ans. Elle ouvre les portes d'un secteur très porteur en Égypte qui compte 12 000 entreprises moyennes et emploie plus d'1 million de personnes. L'industrie égyptienne produit une fibre de coton de très bonne qualité à un prix compétitif. Cela attire un nombre croissant d'entreprises étrangères, turques, européennes et chinoises. Dans cet immense atelier, le salaire mensuel ne dépasse pas une centaine d'euros. Mais les générations s'entraident et comme leurs aînés, ces nouveaux ouvriers ont l'espoir de ne pas connaître le chômage, ce mal qui ronge la jeunesse égyptienne. En dessous de 25 ans au Caire, un homme sur 2 est sans emploi et près de 2 femmes sur 3. Alors, dans l'ambiance des ateliers, Marie retrouve la confiance, pour elle et pour ce peuple en quête d'égalité.
C'est un grand pays, c'est un grand peuple, c'est un peuple de grandes traditions et de grandes richesses, et il faut tenir bon. On a vécu beaucoup de choses et on va aller bien loin. Dans Ten Sof Ramadan, cette ville industrielle qui incarne les atouts de l'économie égyptienne, patrons et salariés croient en un redémarrage rapide. Pour eux, la révolution est une nouvelle voie, certainement pas un grain de sable. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.